Bonsoir à tous, c'est jeudi, c'est Monde des Arts, c'est même jeudi de l'Ascension, alors on va s'élever, d'ailleurs d'ici un mois et demi, et oui, le temps passe vite, les trompettes de Maurice Jarre annonceront, comme chaque année d'ailleurs, comme chaque été, l'ouverture du Festival d'Avignon, preuve s'il en fallait encore que musique et théâtre font bon ménage. D'ailleurs, tiens, petite mise en oreille pour ceux qui ne connaissent pas ou qui auraient oublié. Voilà, c'est beau, hein, je vois qu'il y en a qui hochent de la tête. En plus, on entend les oiseaux là, du Palais des Papes. Et cette histoire d'amour entre musique et théâtre ne date pas d'hier. Les musicologues fixent d'ailleurs le début de leur idylle à 1918, plus ou moins, avec l'histoire du soldat de Stravinsky. Depuis lors, ces deux disciplines, ces deux langages ont cessé de se croiser, de s'entremêler. Il y a la composition, bien sûr, mais aussi la création sonore, les bruitages. Et puis on constate de plus en plus aussi des musiciens, des musiciennes montent carrément sur scène avec instruments ou sans. Ces deux partenaires de création sont donc aujourd'hui devenus indispensables, à tel point que rares sont les spectacles qui se passent de musique. Une ouverture par ailleurs bienvenue et salutaire aussi pour les musiciens et les musiciennes qui subissent de plein fouet la crise du disque, et depuis longtemps d'ailleurs. Mais comment travaille-t-il? Quelles sont les contraintes qu'il rencontre? Et comment s'adapte-t-il aux désirs des metteurs et metteuses en scène, des acteurs, des actrices? On va en parler ce soir avec nos invités. Laure Lapelle, tout d'abord. Bonsoir Laure. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes créatrice sonore. Vous m'avez dit, c'est quoi la différence d'ailleurs entre compositrice et créatrice sonore? Je travaille plutôt à partir de sons concrets. Que d'instruments, enfin, de sons concrets, c'est-à-dire de sons d'ambiance, de sons enregistrés avec un micro, qu'ensuite je spatialise avec 12 à 15 enceintes dans un espace. D'accord. Donc je considère que je crée des paysages sonores, plus que je ne compose véritablement une mélodie. Donc je pense à partir d'un espace plus qu'à partir d'une mélodie, je dirais. Enfin, d'accord, bon, on va développer ça. On a pu vous entendre d'ailleurs dans Outrage pour bonne fortune, c'est ça? Ouais. D'Héloïse Ravet, récemment. Et puis d'autres spectacles, notamment d'Isabelle Pousseur, au Théâtre Océan Nord, si je me trompe. Fabien Fiorini, bonsoir Fabien. Bonsoir. Merci d'être là. Alors vous êtes compositeur, là pour le coup, il y a une partition, il y a des notes, on est d'accord, hein? Oui. Ouais. Les mains de trilogie notamment, on va en parler, entre autres, l'attentat. Exactement. Puis on vous a vu récemment, vous travaillez dans le cinéma aussi, vous avez vu récemment Magritte, si je ne m'abuse. Voilà, j'étais dans les nominés du Magritte, pour La Ruche de Christophe Hermans. Très bon film, d'ailleurs. En face de vous, Eric Ronce. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors vous, ceux qui fréquentent le Théâtre du Parc vous connaissent, en tout cas connaissent votre musique. Ouais, c'est ça l'intérêt de cette émission aussi, c'est de montrer un peu ce qu'on ne voit pas, quoi. Vous avez travaillé sur Pinocchio, c'est ça? Oui, Pinocchio, et l'année précédente, avec la même équipe, sur Peter Pan. D'accord. Axel de Bosseret, Maggie Jacot, exactement, etc. Puis vous avez d'autres projets comme Flèche, etc. On va en parler également. En face de vous, François Sauveur. Bonsoir François. Bonsoir. On est ravi de vous avoir également. Là, vous travaillez en ce moment avec Georgini au Tête de Poche. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Voilà, c'est le jour de la 3e aujourd'hui. Ouais. Mais je suis pas sur la scène, mais voilà, j'ai fait la direction musicale. Par contre, il y a une musicienne sur la scène, hein? Oui, qui est ma petite sœur en fait. C'est votre petite sœur, d'accord. Violoncelle? Violoncelle, accordéon, piano. D'accord. Et ça s'est bien passé hier soir? Bon, allez, on croise les doigts pour la suite. On va regarder un premier extrait pour se mettre dans l'ambiance. On va rester autour de Georgini. C'est Ivanov, vous vous en souvenez, de Tchekhov. C'était au Martyr, si je ne m'abuse. On va voir un petit peu l'ambiance musicale que vous avez installée. Regardez. Alors, comme ça, je fais un petit dessin. Je cherche. Mais comme quoi? Pourquoi le ragot, ce serait un petit... je sais pas, un petit cochon, c'est merde, le cochon, la laine, hein. Regarde, ragot animal. Oh, l'âme de la société! Et me voilà! Oh, noble Sacha! J'ai l'audace de féliciter l'univers d'avoir donné le jour à une fleur aussi ravissante. Pourquoi tu ne mets pas à la porte, ce Judas? Pavel Kirillitch, Zinaïda Savishna, Georges, Nicolas Ivanov, excellentissime comte Pietro. Oh, l'âme de la société. À peine est-il entré que l'ambiance se relâche. Vous avez remarqué? J'en peux plus, j'ai oublié personne, je crois bien. Moi, Thierry, tu me dis la gueule. Ah oui, pardon. Alors, messieurs, dames, quoi de neuf? Rien de particulier dans vos champagnes? Organisez-nous quelque chose. Regardez, tout le monde s'ennuie. Je sais pourquoi tirer ces mines d'enterrement. Ils sont là plantés comme des jurés d'assises. Allez, et si on dansait? On danse? On danse! Allez, J'ai une demande à te faire, Pavel. Après-demain, ma traite arrive à échéance.
et je n'ai rien pour payer les intérêts. Ça ne serait pas possible d'attendre ou d'ajouter les intérêts au capital? Sur mon petit gars, c'est pas mon rayon, on voit ça avec Zizunette. Moi, je ne sais rien du tout. Ça va? C'est un supplice. Alors je vois le rythme. Vous avez encore le rythme de ce spectacle dans la peau, non? Ouais, c'est marrant, ça fait un moment que je l'ai pas entendu, du coup. Ouais. Souvenir. On voit vraiment bon, c'est la bande-annonce évidemment, c'est pas donc c'est remonté, etc. Mais ça baignait quand même le spectacle. Moi je m'en souviens. Alors c'est Georges Ligny. Vous travaillez en ce moment, on l'a dit, sur La Sœur de Jésus-Christ. Ça c'est aux poches. Il y a eu Phigénie Asplot. Est-ce qu'il y a des duos comme ça de musiciens, un peu comme on peut voir dans le cinéma, par exemple, de musiciens et de metteurs en scène dans le théâtre, ça existe ça? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, après, moi je pense... Une confiance qui s'installe, quoi, ouais. Je pense que de toute façon, oui, il y a un partenariat réel. Hein. Enfin, c'est le cas avec Georges, en tout cas, dans mon cas. Ouais. Mais moi, je crois que c'est aussi des périodes on peut avoir des partenaires de route pendant quelques spectacles où, comme il y a des phases dans la vie d'un créateur, j'ai l'impression, et que parfois ils s'entourent d'une série de gens. Et puis... Mais il faut bien s'entendre avec eux. C'est comme vous avez travaillé deux fois, Eric, avec 3 fois même. Ouais, voilà, donc c'est bien la preuve. Donc il faut quand même qu'il y ait une connexion, il faut que ça passe, il faut que le courant passe. Oui, effectivement. Après, j'ai envie de dire quand même, on ne fait jamais 2 fois la même chose dans ce métier. Heureusement, oui. Et on se met au service du spectacle, essentiellement. Ouais. C'est pareil pour vous, Laure? Il y a des accointances? Ouais. Il y a une vraie complicité artistique qui s'est créée avec Héloïse Ravet. Ouais. Puisque depuis sa sortie d'école en 2020, elle a 3 productions qui se succèdent saison après saison, et elle garde la même équipe technique, quoi. Donc c'est Sybille Cabello à la lumière, Solène Valentin au costume et moi au son. D'accord. Voilà. C'est comme une famille, quoi. C'est comme une petite famille, qu'elle a créée. D'ailleurs, elle a nommé sa compagnie Sainte Patronne, en hommage à son équipe technique exclusivement féminine. Cool. Ouais. C'est marrant, ça. Il y a des familles aussi? Vous faites partie de familles, Fabien? Oui, un peu comme dit François. Oui, j'ai eu quelques phases, et maintenant je suis dans une nouvelle phase. Je prépare les futures phases. Bon, d'accord, ok. Donc ça veut dire séparation, divorce. Par exemple, j'ai collaboré longtemps avec Laurent Manson pendant 15 ans. Voilà, on a fait beaucoup de spectacles ensemble. Puis au bout d'un moment, il faut changer. J'ai travaillé aussi avec Vincent. Tu as travaillé aussi avec Vincent. Il y a des gens, parfois c'est des très bonnes collaborations, mais qui sont parfois ponctuelles. Ouais. Et puis mais c'était quelqu'un de mon ancienne équipe qui a repris la bombe humaine, par exemple, Marine Rorbachevski, des choses comme ça. Donc c'est quand même c'est parfois des familles, c'est parfois des parcours où un musicien après devient compositeur, parce qu'il y a aussi des affinités, et selon aussi le sujet de la pièce en question. Est-ce que le musicien est libre? J'ai l'impression que oui, quand même, globalement. Bon, il y a toujours l'aspect financier, on va en parler, mais voilà, on est un peu libre d'aller pas picorer, mais enfin choisir un peu ses metteurs en scène, ses goûts. On n'aime pas tous les styles de spectacle. Je sais pas comment vous les choisissez, par exemple, vos collaborations. Moi, c'est souvent plutôt... Eric qui se marre parce qu'il se dit... Mais non, moi, je vis la demande d'un metteur en scène qui s'adresse à moi pour de la musique. Je le vis comme une opportunité. C'est-à-dire que on refuse ou pas, parfois? Si je refuse, c'est vraiment parce que alors, soit je me dis je ne peux rien apporter, soit alors que c'est parce que ça ne rentre pas dans un agenda. Mais sinon, a priori, je vais quand même vraiment questionner et me dire que s'il y a une envie, j'ai envie à la base d'y répondre. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on apporte? Il y a la mise en scène, par exemple Pinocchio, prenons Pinocchio, il y a la mise en scène qui est installée, etc. Qu'est-ce que vous allez apporter en plus comme couleur, comme ambiance? Pinocchio, c'est assez particulier parce qu'il y a beaucoup de démarrage et d'arrêt. C'est des ponctuations. On est obligé de... Il faut rythmer. Ça. Mais tu peux pas travailler trop à l'avance parce qu'en fait, le rythme ne va pas correspondre. Donc il y a énormément de choses qui sont faites, je vais dire en dernière minute, mais en tout cas qui sont validées tard dans le spectacle. Et ça engendre un stress un peu, ou le fait de travailler comme ça sur le tard? Il faut avoir les outils pour et avoir une certaine confiance dans ces outils pour y arriver, je pense. Mais il y a des choses qui viennent vraiment tellement tard que ça devient parfois une source de stress. Ouais. C'est quelque chose que je vois, Laure, je vois que vous acquiescez aussi. Il y a le stress du musicien, du créateur sonore par rapport aux exigences du metteur en scène.
aux vitesses différentes aussi. Ouais, je me reconnais un peu dans ce qui est dit, parce qu'en effet, moi, je travaille jamais en amont, je ne travaille que à partir du moment où il y a les répétitions. Ah oui, donc vous venez, vous installez un peu, c'est ça? Oui, on fait une installation sonore, on pense l'espace en fait, parce que on bosse sans scénographe. Donc c'est souvent à la lumière et au son de créer toute la fiction autour de l'espace. Et ensuite, on crée aussi la pièce. La pièce n'a pas de texte avec Héloïse au départ, donc tout se crée en même temps en complicité avec le son. Ouais. Et ça qui est très agréable aussi, c'est qu'on a, au même titre que les comédiens, comédiennes proposent des choses au plateau, moi j'ai l'espace et le temps pour proposer des choses. En même temps, vous avez fait mise en scène à l'INSAS, c'est ça? Ça aide quand même, le fait de ne pas avoir fait juste musique, par exemple, le fait d'être aussi metteuse en scène? Oui, dans le sens où j'ai très envie de discuter de dramaturgie et de penser l'espace, quoi. Ça, c'est vraiment très important dans le travail d'Héloïse. L'espace est un acteur à part entière et le son le fait exister. Fabien, vous composez, comment ça se passe? On parlait de Vincent Hennebique tout à l'heure, il vous dit, écoute, je fais un truc sur un attentat, il faut que tu me donnes un truc un peu... Voilà, ça dépend un peu du protocole mis en place avec le metteur en scène. Par exemple, pour l'attentat, j'avais composé quand même beaucoup à l'avance, qu'il y avait beaucoup de musique, enfin on avait prévu qu'il y ait beaucoup de musique. Je me souviens. Puis il y avait un comédien, à Tanasser, il y avait 5 musiciens, enfin une chanteuse et 4 musiciens. Et donc il fallait aussi un peu le faire parce qu'on peut pas le faire comme ça, justement, avec qu'on doit composer, faire répéter, et que les musiciens sont sur scène, il faut parfois s'y prendre un peu à l'avance. Mais parfois, ça peut être fait aussi sur le moment. Et surtout, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, c'est que c'est la dramaturgie. Et qu'est-ce que c'est la dramaturgie? C'est un peu la nécessité de quoi on va vraiment avoir besoin, de quoi on aura besoin. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce sera plus efficace de taper sur un bout de fer que de jouer une belle mélodie. Ça veut dire que ce que vous aviez prévu éventuellement, ça passe plus parce qu'il se passe autre chose. C'est-à-dire que oui, pour le dire simplement, c'est-à-dire que la création, il y a des enjeux de départ, où il y a un budget, il y a des comédiens, il y a parfois, ça arrive en cours de route que tel comédien, pour parfois des raisons récemment, par exemple Covid ou maladie, on doit le remplacer, il y a un changement, il y a parfois, récemment, je peux prendre l'exemple d'un collègue et ami, ils avaient fait tout un spectacle sur Sylvia Place, mais juste 2 mois avant la création, l'unique ayant droit, qui était la fille de Sylvia Place, a refusé les droits. Donc il avait 2 choix, soit annuler son spectacle, mais il avait engagé énormément de gens, ou de changer ou de faire en sorte d'arriver à faire un spectacle sans le texte. Donc c'est quand même énorme. Donc je pense que dans le théâtre, contrairement justement au cinéma ou dans d'autres arts, c'est plus fragile. Ça peut arriver. C'est mouvant et c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, on peut être... On peut aller dans cette direction-là ou cette direction-là. C'est plus excitant aussi, non? J'ai l'impression, chouette, François. Moi, j'aime ça. Il y a un côté excitant d'être un peu comme ça sur la balle. C'est pas figé. Alors, pour le coup, moi, je travaille un peu différemment. Mais dans la collaboration, en tout cas, qui est ici établie avec Georges Ligny depuis 5 projets, tout est composé avant. Absolument tout. Ah oui, d'accord, ok. Donc Georges les a déjà en oreille aussi quand lui met en scène. En fait, moi j'ai un collaborateur que je voudrais citer ici parce que c'est vraiment, je considère qu'on est un binôme de composition. Il s'appelle Pierre Constant, qui lui est aussi musicien et ingénieur du son. Et comme moi je suis acteur, metteur en scène et musicien, en fait, et compositeur, on est très complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut concevoir la dramaturgie d'un spectacle et en même temps avoir l'aboutissement sur maquette avant même de commencer les répétitions. Donc on fait venir le metteur en scène et on lui explique, voilà, tel endroit, telle musique, c'est des propositions. Et en général, il prend pratiquement tout, quoi. Parce que ça lui parle, parce qu'on a discuté en amont. Et donc voilà. Alors évidemment, il y a des petites choses qui bougent, mais en règle générale, on essaye d'avoir cette sécurité. Juste des petits réglages, Voilà. Pinocchio, pareil, par exemple. Enfin, je prends toujours l'exemple de Pinocchio, mais d'autres spectacles auxquels vous avez participé. Vous arrivez aussi avec votre partition? Rarement. Moi, je m'adapte souvent plutôt vraiment en fonction de ce qui se passe en répète. Et même, j'ai envie de dire, au plateau, parce que les rythmes sont tellement différents, ou bien... Les jeux d'acteurs aussi. Au parc, par exemple, il y a quand même beaucoup de combats et de choses comme ça, où si tu travailles trop à l'avance, dans l'idéal, ce serait bien, mais dans la réalité... Donc vous travaillez directement dans la mise en scène une fois qu'elle avance, quoi. Moi, je voulais savoir aussi comment on gère l'émotionnel
C'est-à-dire le fait que la musique génère de l'émotionnel. Il y a d'ailleurs des metteurs en scène qui ont horreur pour mettre de la musique dans leur spectacle, ou qui s'en méfient. Hein. C'est un peu les sirènes d'Ulysse, quoi. La musique, ça peut aussi être un peu trop pathos ou trop. Voilà. Est-ce que vous arrivez à doser ça? Comment ça se passe? Est-ce que ça pousse les sentiments, ça pousse l'histoire? Ça dépend. Tout à l'heure, là, on parlait de Claude Régis, par exemple, La Barque le soir. Là, c'était un spectacle très simple. Il y avait un comédien qui donnait un texte très lentement, il parlait très lentement, il était sur la pointe des pieds, il y avait une musique très légère, mais et c'est un dispositif. Enfin, moi, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Il y a un espace, il y a une scène, et parfois il faut en mettre plus, parfois il faut en mettre moins, et ça peut donner le même effet. Il faut juste jauger ce qui est juste, quoi. Est-ce que cette fois-là, il faudra aller dans justement le pathos ou se retenir? C'est comme voilà. C'est un peu pareil. Hein. C'est un peu ce que vous disiez aussi, quoi. C'est une espèce de dosage d'ambiance. Par rapport au mouvement du plateau, etc. Oui, moi je travaille sur quelque chose qui est assez ténu, parce que on travaille en effet sur un espace de manière un peu réaliste dans un premier temps, et puis dans les 2 spectacles que j'ai fait avec Héloïse, il y a comme des présences et une mémoire des fantômes en fait qui sont dans l'espace, et donc d'un coup des petites déréalisations apparaissent, mais c'est assez subtil pour rendre attentive les spectateuristes plutôt que de mettre de gros effets. Et puis il y a des moments qu'on choisit vraiment, alors là carrément on se lâche. On se lâche. Oui, c'est ça. Vous vous lâchez parfois, François, j'ai l'impression, non? Oui. Au niveau de la musique. Il me regarde bizarrement. Non, pas du tout. Non, oui, bien sûr. Et puis oui, malgré tout ce que je dis, il y a toute une partie qui est live, parce que souvent, quand même, moi, dans les spectacles dans lesquels on me demande de faire de la musique, on me demande aussi de jouer de la musique en live. Et souvent, je cumule avec un statut d'acteur en même temps. Quoi. Donc, parce que c'est un musicien, mais c'est un corps aussi qui vient sur scène. Oui, tout à fait. Et du coup, et puis la musique live, elle accompagne d'une manière différente qu'une bande enregistrée. Rien à faire, c'est de l'ici et maintenant. Et donc, ça permet d'être au plus proche de l'acteur ou de l'actrice qui joue, et presque de dialoguer avec lui, elle, et de le ou la guider. Ça les aide parfois. La musique aide les acteurs, les actrices. Fort, oui. En général, ils témoignent tous du fait que... Tout le monde qui est d'accord là-dessus. Parfois, Non. Parfois, c'est l'inverse. Enfin, ça les bloque. Je pense que c'est peut-être la nouvelle génération. Mais moi, j'ai rencontré aussi des générations où pour eux, c'était l'enfer. Ils disent, mais il n'y a pas de silence, je m'entends pas penser, j'arrive pas... Sur certaines créations, on a eu des problèmes, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de musique, mais c'est normal, parce qu'aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que vous disiez, mais c'est qu'il y a aussi parfois, quand on répète, quand on est à l'école, on n'a pas toujours l'habitude de travailler avec la musique et de respecter, parce qu'il y a le rythme du texte, le rythme de la musique. Et c'est vrai, un peu comme tu disais tout à l'heure, pour le rythme d'un comédien, faire une pause de 2 secondes ou de 3 ou 4 secondes, selon les soirs, selon l'énergie de ce qui a été projeté dans la phrase d'avant, pour lui, c'est normal, c'est une variable d'ajustement normale. Pour un musicien, 2 ou 3 secondes, c'est déjà toute une mesure, c'est déjà tout un décalage qui peut se faire dans une partition. Mais moi, je crois que c'est plus aussi, un peu pour reprendre aussi ce que j'ai beaucoup aimé, Agnès Jaoui, elle avait eu son Magritte d'honneur l'autre soir, elle a dit, nous, ce qu'on vient faire avec le cinéma, mais je crois que c'est la même chose avec le théâtre, sauf que c'est plus vivant, et donc c'est extrêmement nécessaire, on vient raconter une histoire, mais qu'est-ce qui est nécessaire pour raconter cette histoire-là? C'est la question qu'on se pose toujours à la base, quoi. Et certains répondent avant, d'autres répondent directement maintenant, mais finalement, c'est qu'est-ce qu'on a, de quoi a-t-on besoin réellement? Et si on fait chaque fois un peu la même chose, c'est un peu dommage aussi. Il faut vraiment poser tout par terre et dire, bon, cette fois-ci, comment on va y arriver? Et c'est ça qui est bien, ce qui est passionnant, parce qu'on sent que vous travaillez tous de manière un petit peu différente, vous avez des approches différentes, pour le même résultat quand même, c'est de donner un spectacle qui touche, qui fait vibrer. On va regarder un petit extrait d'une rencontre avec Laurent Vanson, c'était le spectacle Lehman Trilogy, très beau spectacle, et c'était au Rideau, si je ne m'abuse. Au Rideau. Allez, on regarde. 1886, la vieille enseigne sur la façade. Composée. Attends, c'est pas fini. Sur la tête, sur la porte du bureau de New York. Composée de 3 parties alignées. Lehman, la première. Brothers, la deuxième. Et enfin, Cotton. Voilà, alors, solution new-yorkaise. Il a suffi de virer. Le dernier bout. On suit avant tout une histoire humaine. Et donc, ce n'est pas une dénonciation du capitalisme comme ça. On suit une histoire et c'est raconté d'en bas. Vous voyez, c'est 3 petits charlots italiens qui veulent en fait ouvrir le coffre des Lehman pour savoir s'il reste encore quelque chose. À bout de bras, bande
que la banque est en faillite, que les huissiers sont passés, et ben voilà, on a ramené 180 ans d'histoire sont là par terre. C'est un point de départ de jeu qui est fantastique pour les acteurs. On prend un objet et puis subitement on le détourne et il devient le moteur de jeu et il nous permet de raconter. Faites hop l'annonce et puis Gershwin commence. Fabien Fiorini, qui est vraiment mon complice, et Alain Franco à la création, qui ont fait tout un travail, je dirais, fantastique, aussi de revisite de 200 ans ou 300 ans de l'histoire de la musique. Donc c'est plus intéressant que tu sois debout? Non, pas tout, voilà, de là. Et monte ce banc. Plutôt un spectacle, oui, familial. Il est politique, de toute façon, mais il n'est pas militant. Oui, il milite pour les petites gens, il milite pour la simplicité. Voilà, les Mann Trilogy. Beau souvenir, ça, non, Fabien? Oui, excellent souvenir. Parce que c'était ça aussi, c'était très particulier parce que cette fois-là, j'étais vraiment sur scène parce que c'est pas toujours le cas. Et donc, même après, une très gentille dame m'a dit, mais pour un acteur, vous jouez vraiment bien du piano. Vous l'avez fini dit ça? Est-ce qu'on m'a déjà dit ça? Oui, certainement. Moi, je bien comme musicien, vous vous débrouillez pas trop mal en théâtre. Ah oui, c'est ça, d'accord. Dans l'autre sens. Est-ce que pour composer, vous avez besoin d'un contexte, d'une histoire? Est-ce que ça vous aide plus à composer? Enfin, pour le dire autrement, est-ce que vous préférez composer dans le vide, si je puis dire, sans histoire, donc compositeur classique, ou est-ce que vraiment s'appuyer sur la volonté d'un metteur en scène ou sur un texte, ça vous aide? Je sais pas si ma question est claire. Eric? Moi, j'ai envie de dire les deux. Enfin, oui, s'il y a un texte, ça c'est plus facile de composer sur. C'est plus facile de composer comme ça que de composer dans le vide, entre guillemets. Non, parce que, ne fût-ce que par rapport au volume, souvent il y a de la place pour la musique, puis après quand les gens y parlent, il y en a moins tout à coup. Ah ouais. Donc il y a des problématiques qui sont qui vont plus loin que composer dans le vide, entre guillemets. Est-ce que ça vous aide à trouver des nouvelles formes musicales? Ça vous pousse? Ouais, je vois que vous acquiescez. Moi, clairement, oui. Clairement. C'est-à-dire que moi, je pars vraiment beaucoup du texte, quand il y en a un, évidemment, mais, et ça permet de rêver des univers qui ne sont pas forcément ceux que je connais, en fait. Et donc, ça m'embarque à des endroits où je ne pensais pas forcément aller. Donc j'aime bien, moi, partir de la matière dramaturgique. Ouais. Et ça permet de rêver un ensemble, déjà aussi, je trouve, dans la composition, de dire, tiens, à quel endroit ce serait intéressant d'amener tel ou tel univers. Donc moi, j'aime bien. Donc ça pousse votre créativité, quoi, quelque part. Oui, j'ai l'impression. Vous aussi, hein, oui, carrément, bien sûr, oui. Ouais. Oui, parce que c'est quand on est vraiment, par exemple, quand dans la musique ou dans des choses de concert, toute la dramaturgie, on doit la mettre dans la musique, mais justement, c'est un peu comme en cinéma aussi, mais on doit lâcher aussi une partie de son... Ouais. Donc on doit ouvrir quelque part pour d'autres, ou plus quelque chose de sonore, de bruitiste. Et c'est vrai que, par exemple, on entendait les Mann Brothers, c'est un extrait très bruyant, mais il y a des moments où c'était beaucoup plus léger. Et on doit réinventer quelque part le langage. Alors, à propos de langage, on est en 2023 maintenant, la technologie avance à grands pas. Est-ce que vous les utilisez, technologie électronique, etc. Je n'utilise que ça. Ah ouais, j'imagine bien. Moi, je connais rien d'autre du coup que des logiciels électroniques et je travaille à partir de logiciels comme Cubase, Ableton. Et je me mets un petit peu du coup au clavier maintenant à la musique assistée par ordinateur via ces logiciels et via les commandes qui me sont faites au cours des créations. Voilà, je m'essaye à ça. Eric, vous travaillez aussi beaucoup sur ordinateur, je crois. Hein. Surtout parce qu'on a de moins en moins de temps pour sortir un micro et enregistrer quelque chose d'acoustique. Mais oui, les logiciels genre Ableton, c'est parfait pour le théâtre parce qu'on peut faire une certaine réactivité en direct. Ouais. Ouais, alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on passe très rapidement un petit extrait de Heiner Goebbels. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ici. Donc là, c'est vraiment la musique c'est comme si la musique dominait un petit peu tout. Et les musiciens sont au même niveau que le texte, en gros, quoi. On va regarder un extrait. On en parle juste après. Ce qu'il nous faut, vous finissez que... Vous limitez. Il nous faut. Plus. Lève. Qui va. Vous il nous faut.
Gegenwärtig lebe ich allein. Vivant seul présentement. Stille. Voilà, c'est étonnant, hein. Heiner Goebbels qui se produit un petit peu partout. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour la musique remplace le théâtre tout en étant encore du théâtre? Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit plus que les instruments qui soient là sans être vivants. C'est un rêve ça pour un musicien ou pas du tout? Il faut rester ensemble. Non, mais c'est possible. Enfin, là, par exemple, ici, on voit que dans les choses de musique contemporaine, il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Ouais. Comme par exemple Georges Apergis, il a beaucoup travaillé sur le texte, la déconstruction. Dans les récitations, il y a des gens comme Bénédicte Davin aussi qui font ça très bien. Ouais. Donc, c'est des textes où il prend un mot du milieu, puis il commence à ajouter des phrases. Donc, c'est de la musique musiquification du théâtre ou du texte. Et donc, c'est quand même lié, puisqu'on produit du son avec la bouche et on produit du son avec l'instrument. Malheureusement, est-ce qu'un jour, la musique finira par manger le théâtre? Vous voyez ce que je veux dire? Comme un ogre, quoi, François Sauveur. Moi, je ne pense pas, parce qu'à partir du moment où elle mange le théâtre, c'est qu'il y en a trop ou c'est qu'elle est mal dosée pour moi. Ouais. Donc, on reste ensemble. Je pense qu'elle doit être au service toujours et des acteurs et des actrices et du propos du spectacle. Bon, on va terminer là-dessus. Note positive, on reste ensemble. Belle histoire en tout cas entre le théâtre et la musique, on l'a compris ce soir. Très rapidement, un projet peut-être, donc vous c'est aux poches en ce moment. Hein, Oui, donc la sœur de Jésus-Christ qui est vraiment un très beau spectacle, je conseille à tout le monde. Fabien Fiorini, un petit projet. Ça, dans un peu plus longtemps, c'est en décembre au Théâtre Royal du Père, justement une comédie musicale qui s'appelle Paris Cancan, que je co-compose avec Amélie Ayos. Voilà. D'accord. Eric Eh bien, moi, je vais travailler avec Mauro Pacagnella, mais j'avoue que je pense que le titre est encore en devenir. D'accord, on sera attentif. Voilà. Ok, et Laure Oedipus de Héloïse Ravet qui se jouera au Théâtre de Liège en janvier 24. Super, donc fidèle à Héloïse Ravet. Merci à tous les quatre d'être passés sur ce plateau. Merci aussi. Merci. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.